En manchette aujourd'hui, une exposition exceptionnelle à l'Association forestière Lanaudière. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 25 avril. Donc, après plusieurs mois de préparation, l'Association forestière Lanaudière vous propose une exposition d'art unique en son genre qui prend enfin vie. Elle présente 3 artistes qui ont puisé à même nos forêts leurs sources d'inspiration et leurs matériaux. Les œuvres présentées témoignent de la symbiose entre l'humain et la nature. Les matériaux naturels, on parle de bois, de feuilles, de terre et de racines, sont au cœur de chaque création. Chaque tableau, sculpture et installation dévoile les racines profondes de notre lien avec la forêt, un lien ancestral qui transcende le temps. Cette exposition est un appel à l'émerveillement, mais aussi à la réflexion. Comment nos actions peuvent-elles devenir les racines solides pour un avenir durable? Dans un premier temps, on vous présente une entrevue avec Marie-Aude Laniel, qui vous présente son exposition qui a pour thème « Nature fragile ». Oui, c'est ça. Est-ce que tu les cueilles vivantes pour les faire sécher ou tu attends qu'elles soient tombées au sol pour les cueillir? Bien, ça dépend, en fait. Dépendamment, tu sais, comme là, mon exposition est en 4 saisons, fait qu'on l'a du printemps à l'été, tu sais, le prime des couleurs, à l'automne, puis le début de décomposition, les feuilles brunes. Fait que c'est sûr que, tu sais, l'été puis le printemps, j'ai choisi, tu sais, je me promène, je regarde les feuilles, puis il y a des beaux trous d'insectes, ça a l'air bien sûr, mais je me promène, je fais « Ah, les beaux trous », puis là, j'y ramasse. Mais l'automne, j'y ramasse à terre. Fait que là, c'est plus dur de trouver une belle feuille. Une chance que je marche quand même beaucoup. Puis, les plus durs à trouver, c'est les feuilles brunes. Parce que les feuilles brunes, tu sais, le moment entre, ils sont plus rouges, ils commencent à être brunes, puis ils sont trop décomposés. C'est mince, là, fait que c'est très, très difficile. Fait que quand je fais la série avec les feuilles brunes, qui est le début de la décomposition, pour en avoir une belle, je vais en avoir brodé 5-6 qui vont avoir brisé. Ah. Versus au printemps et en été, ils sont, tu sais, mettons, 1 sur 2 va briser. Okay. C'est quand même un meilleur pourcentage. Puis quand tu les couds, est-ce que tu les as déjà fait sécher? Oui. Okay. Oui, parce qu'en fait, c'est de la broderie. La broderie veut dire tension. Si elles ne sont pas séchées, puis que je les brode, elles vont sécher, rapetisser, puis la tension va partir, donc ça ne serait pas beau. Donc, ça serait beaucoup plus résistant et beaucoup plus facile d'être avec des feuilles non séchées. Mais ça ne serait pas beau à la fin. Fait que c'est tout ça. Fait que oui, c'est un travail de délicatesse, de choix, puis c'est ça, de patience. Mais c'était, on va continuer dans la même lignée. Oui. C'était SRA qui t'a fait, que tu as découvert que c'était mieux de les sécher versus... Non. Parce que moi, je travaille toujours les végétaux, donc je suis habituée de retremper des végétaux. Je sais que les végétaux, une fois retrempés, s'ils sèchent, ils vont moins perdre d'eau, donc moins rapetisser. Il y en a quand même un petit peu. J'avais déjà un background de travailler avec des plantes avant, sèches, fraîches, etc. Quand on travaille des plantes fraîches, puis qu'on fait un tissage, le tissage va être complètement lousse après. Fait que, tu sais, oui, c'est des essais-erreurs, mais pas nécessairement sur les feuilles. C'est sûr que, par exemple, les feuilles brunes, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi friable. Parce que c'est rare qu'on se dise, tiens, je vais broder sur une feuille à moitié décomposée. C'est rare quand même qu'on se dise ça, là. Mais il y a beaucoup de background d'utilisation des plantes qui vient d'avant. Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? À faire cette série-là ou à faire ce que je fais? Oui, à faire qu'est-ce que vous faites, moi? Bien, en fait, avant, moi, j'étais illustratrice, je faisais du dessin. Puis, à un moment donné, j'ai participé à un festival de land art. Puis, je suis tombée en amour avec le fait d'utiliser tout ce qui est autour de moi. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dehors, qui marche beaucoup. Puis là, je me suis mis à devenir absolument obsédée, c'est-à-dire que mon œil est toujours en train de regarder la matière, d'évaluer ce que je pourrais ramasser pour essayer de faire quelque chose, pour faire des tests, etc. Pour les feuilles, ben, c'était vraiment un lien entre ce que je faisais avant, qui était du dessin, parce que j'ai commencé par broder des animaux sur des feuilles avant de les réparer. Donc, c'était vraiment un lien entre dessiner sur des feuilles avec du fil, puis l'illustration que je faisais avant. Fait que, tu sais, c'est comme un parcours, on essaie des choses. Et là, à un moment donné, pendant que je cherchais des feuilles pour dessiner des animaux dessus, ben, je me suis mis à m'intéresser aux trous qu'il y avait fait par les insectes. Puis là, l'idée est germée de faire le pont entre les actions humaines sur la nature, puis la réparation des feuilles par le fil. Fait
cette expo-là est née comme ça, en fait. Je suis en compagnie de Marie-Aube Laniel. Vous venez de Plessisville, c'est ça? Oui. Et vous décrivez comme une artiste recycleur environnementale avec qu'est-ce que vous faites comme produit, là? Reprendre des feuilles puis broder. C'est vraiment très, très artistique, c'est vraiment très, très bien. Oui, bien en fait, je me définis comme une artiste, je pourrais dire écologique. En fait, je travaille uniquement avec des matériaux biodégradables. Ma pratique principale est en sculpture. Là, ça n'apparaît pas pour cette exposition-là qui est en 2D, mais habituellement, je fais principalement de la sculpture. Donc, avec du land art, des grosses installations, des grosses sculptures extérieures. Des grosses sculptures. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire une genre d'exposition comme ça? C'est plus minimaliste, c'est plus intime quand vous faites ça? Oui, bien en fait, c'était vraiment des marches en forêt puis l'observation des trous que les insectes font sur les feuilles qui m'a amené à m'intéresser aux motifs que ça faisait et à réfléchir, parce que dans le cadre de ma démarche artistique, je suis toujours en train de réfléchir à faire le pont entre les actions humaines sur l'environnement, puis à me dire que, dans le fond, de réparer les feuilles avec la bodée, donc par l'action humaine, faisait un pont justement pour rééquilibrer les relations entre notre environnement et les humains. Vous parliez tantôt que vous avez choisi des feuilles à différents moments de l'année, printemps, été, automne et tout. Encore là, c'était une logique pour vous de suivre l'évolution justement de la nature, de qu'est-ce qui se passe? Bien, comme je travaille uniquement avec des matériaux biodégradables, je dois vraiment suivre les cycles de la vie. Donc, je dois vraiment documenter quelle plante on l'accueille quand est-ce qu'on peut l'utiliser, la sécher, etc. Donc, je voulais vraiment faire le pont entre le cycle de la vie des humains, le cycle de la vie de l'environnement et la réparation. Donc, c'est pour ça que dans mon exposition, on part vraiment du printemps, donc des petites feuilles vertes, où là, c'est du vert partout, du petit vert tendre, au summum de l'été, où là, il y a les couleurs des fleurs qui viennent s'ajouter, jusqu'à l'enflammement pendant la saison des couleurs, jusqu'à la décomposition, puis là, les feuilles brunes qui vont retourner à la terre. Ah, c'est bien. La motivation de venir ici à Berthierville, qui est une des plus grosses pépinières, on pourrait dire, au Québec, une des plus importantes, et de participer à ce qu'on appelle l'association forestière Arboria, c'était une motivation pour vous aussi supplémentaire de soumettre à l'appel de projet? Comment vous vous êtes senti quand vous... Ben oui, parce que moi, je travaille seulement avec des matériaux biodégradables que je cueille principalement en forêt. Donc, je fais beaucoup de randonnées. Les feuilles viennent toutes de mes randonnées. Et ce qui est aussi un lien avec l'association forestière, je suis osiericultrice, donc je cultive de l'osier. L'osier, c'est du saule qu'on cultive pour faire de l'osier, donc on coupe à chaque année. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, le lien entre ma mission propre environnementale, la mission éducative de l'association forestière, qui faisait vraiment le pont entre la forêt, mais toutes les réutilisations de la forêt, que ce soit autant les matériaux, la pédagogie, tout ce que le commun des mortels ne connaît pas nécessairement quand il fait juste se promener et regarder les arbres. C'est ça. Et cette exposition-là, c'est un work in progress. Vous avez encore plein d'idées à explorer ou vous prévoyez aller dans d'autres visions, d'autres choses par la suite? Non, cette exposition-là, elle est terminée. J'ai vraiment fait les séries que je voulais sur les 4 saisons. Là, je suis présentement dans un autre projet où je développe des œuvres sculpturales, mais avec des cheveux de femmes. Fait que là, je suis partie dans un autre matériau complètement, toujours dans le biodégradable, avec beaucoup de saule, mais une autre expérimentation. Là, les feuilles, je les ai expérimentées, je les connais. Vous les connaissez? Plus loin. En tout cas, je vous félicite, c'est très, très bien. C'est très intéressant ce que vous faites. Merci. Après la pause, on vous revient avec d'autres extraits dont Mélissa Malo et Thibaut Quinchon. Pour aujourd'hui, le 25 avril, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Denis Valiquette. Pour le 26, encore là, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Richard Laforêt et Noëlla Vanet, le CABA à Julien Mineur et Jean Rochelot aussi du CABA. Allons au 27 avril, les filles d'Isabelle souhaitent bon anniversaire à Françoise Valois-Sylvestre et la FADOC de l'île du Pas à Jacqueline Frappier, Francine Nateau et Sylvie Bissonnette.
Je suis en compagnie de Mélissa Malo, qui est de Sainte-Julienne, c'est bien ça, et vous exposez ici à l'Association forestière La Naudière. Pouvez-vous nous parler de quel genre d'œuvre que vous faites justement sur bois? Oui, dans le fond, j'aime utiliser des matériaux bois qu'on peut trouver dans la région, du frêne noir, du noyer noir, qu'on trouve un peu moins ces temps-ci dans la région. Et ensuite, je m'inspire beaucoup de la forme de la planche. Je vais faire de la pyrogravure. C'est comme un crayon qui brûle le bois. Je peux faire plein de motifs avec ça. Je vais aussi rajouter de l'acrylique ou des fois juste faire des peintures acryliques. Est-ce que vous faites un dessin avant? Est-ce que c'est l'inspiration qui fait que comment vous créez? Ça dépend. Pour les paysages, je vais faire un petit coup rapide de crayon, mais ça va être vraiment en dynamique avec comment ça avance. Pour des arbres, je vais les dessiner un petit peu d'avance. Okay. Ça dépend des pièces. Je vois que c'est des tranches d'arbres, on pourrait dire comme ça. Est-ce que c'est justement, c'est un arbre que vous avez, vous coupez des tranches, vous le voyez ou c'est du recyclage? Comment vous choisissez? J'aimerais ça, mais je l'achète à Montréal chez Langevin Forêt parce qu'ils ont des produits bien séchés qui vont être beaux dans le temps. OK, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des choix de couleurs ou les modèles, quand tu y vas, tu te dis, moi, je ferais ça. Est-ce que tu avais une inspiration déjà en voyant les pièces? Oui, vraiment. Ça va être un coup de cœur souvent, la pièce. Je vais prendre les plus uniques ou ce qui me font penser à un paysage ou une truite, par exemple. C'est ça. Et autre point que je regarde quand je regarde vos œuvres, l'originalité de faire ça sur du bois, c'est anciennement... Beaucoup de peintures étaient faites sur bois, c'était pas sur canevas et tout. C'est un retour aux sources. Pourquoi avoir choisi ce médium-là? Un retour aux sources, je dirais pas, parce qu'avant, je faisais sur toile. Okay. Mais c'est plus facile de peinturer sur une planche de bois parce que c'est super lisse. Je trouve aussi que ça apporte une autre dimension à l'œuvre. Ça met en valeur le bois et l'œuvre. OK. Le fait d'exposer ici à l'Association forestière La Naudière qui voit l'éducation de la forêt, ça crée une belle connexion avec vous pour l'appel de projet? Oui, parce qu'en plus, je travaille dans la foresterie. Je suis ingénieure forestière, donc ça me parlait beaucoup comme projet. Okay. Et c'est votre passe-temps? C'est quelque chose que vous voulez faire la peinture, des choses comme ça, éventuellement en vivre ou travailler dans la forêt comme ingénieur forestier? Je veux rester ingénieur, mais en faire la fin de semaine ou en camping. Ah, OK. Là, je vois on a fait un petit peu le tour. Il y a plein de choses originales, peinturées comme des bûches, des blocs et tout. C'est quoi vos sujets préférés? Je vois les montagnes, les arbres. C'est quoi vous appréciez le plus? J'aime beaucoup les arbres. Après, il va y avoir les montagnes, puis ensuite les animaux. OK. Et ça reste toujours là. Vous trouvez ça facile de faire des animaux, des choses? Ça peut être difficile? C'est facile avec un bon modèle. OK. Mais juste à l'œil, les proportions, c'est difficile. Que vous prenez des photos? Oui. Je m'inspire de photos. Je vais regarder différents animaux dans différentes positions. Les arbres, c'est plus facile. Ils sont tous uniques. Bien, ingénieur forestier, vous avez déjà une formation là, pour reconnaître les arbres et tout. Dans l'avenir, vous voulez faire quoi? Comme vous dites, vous restez ingénieur forestier, mais vous avez d'autres projets. C'est sûr, là, vous servez de du bois comme médium, mais avez-vous d'autres médiums que vous aimeriez utiliser? De la roche, de la pierre? J'aime bien ce format-là. J'aimerais peut-être tenter un peu la vannerie, mais c'est quand même difficile d'aller chercher des compétences là-dedans, je trouve. Non, c'est bien. Donc, en tout cas, on vous félicite. L'exposition va être ici jusqu'à la fin de l'été. On invite les gens à venir vous voir. Merci. Bonjour Thibault. Bonjour, on se retrouve, on se connaît depuis quand même quelques années et c'est tout naturel de te retrouver à l'Association forestière La Naudière parce que tu es un passionné de forêt, tu es un passionné de son. Et c'est quoi le projet que tu as présenté ici? Le projet que j'ai présenté ici, c'est des trames sonores dans le fond qui jettent une ambiance sonore dans les sons de la forêt à travers les saisons. Donc on a les 4 saisons représentées qui jouent un peu de manière aléatoire dans le fond. D'accord. Et ça a pris beaucoup de temps à créer, j'imagine. Tu as passé 1 an à te promener dans quelle forêt? Tu t'es promené partout? En fait, c'est des enregistrements accumulés sur des années. C'est pas juste l'année dernière, ça prend beaucoup de temps d'aller en forêt. Donc c'est mes banques de sons personnels que j'accumule et qui me permettent d'utiliser à force des enregistrements. Que tu as refait des montages. Exactement. C'est quoi ta saison préférée? Oh là, il aurait fallu que j'y réfléchisse avant.
Je pense que l'hiver, elle a quelque chose de particulier. Pas sur le plan sonore, mais oui, non, il y a quand même souvent les hiboux et les chouettes qui vont ululer au début de l'année. Et puis pour moi, c'est la saison de la liberté où je peux me rendre un peu partout en forêt, en ski ou en raquette. OK. Les gens ici vont entendre ces sons-là. Est-ce que c'est comme identifié ou on doit se créer notre paysage, se créer notre environnement pour dire, ah oui, ça ressemble à l'hiver ou c'est qu'est-ce que je vis? C'est pas nommé directement. Il y a comme un petit code spécial en début de chaque trame. J'ai mis un espèce d'identifiant qui existe, que peut-être seul moi connais, mais à force de l'entendre, peut-être que les gens vont le reconnaître. Puis je pense qu'il y aura des guides peut-être des fois qui pourront un peu parler de qu'est-ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? Parce que c'est vraiment... L'hiver, c'est tranquille. Comme tu dis, il y a différents sons. Oui. Et l'été doit être plus vivant ou plus actif là, oui. au niveau des sons qu'on entend. Oui, en même temps, sur un montage de 10 minutes, je suis capable de mettre plein de choses, même en hiver, parce qu'il y a plein d'oiseaux qui restent quand même en hiver. J'ai capté des renards en hiver, donc il y a quand même des petites choses. Ouais. Tu as eu des belles découvertes, c'est ça que je comprends, que tu t'es aperçu qu'il y avait de la vie, même quand on pense qu'il n'y en a pas. Oui, complètement. C'est quoi la plus belle surprise que tu as eue ou que je pourrais dire, tu me sais des archives, ouais. Quand tu es allé les chercher, ça t'a ramené où? Est-ce que ça te ramenait toi aussi dans des événements, dans des choses? Chaque enregistrement sonore que je fais, il est lié à un événement, à un lieu. Donc c'est sûr que moi, quand je les entends, je visualise ce lieu automatiquement, ce qui n'est probablement pas le cas pour les gens qui n'ont pas eux-mêmes fait l'enregistrement. Mais tu veux qu'on voit... On t'aimerait ça qu'on voit la même chose que toi. Oui, mais souvent quand les gens écoutent du son, ils se font des images mentales eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant dans le son, je trouve. D'accord. Est-ce que justement, tu vas être là pour partager un petit peu, de discuter de qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que ça représente? Je sais que tu aimes beaucoup ce genre de médiation-là. Ça serait intéressant. C'est pas prévu, mais c'est sûr que ça me ferait plaisir de venir faire des présentations sur l'écologie sonore. C'est des choses que je fais souvent, effectivement. C'est très passionnant, très intéressant. Par la suite, est-ce que tu as d'autres choses de prévues avec cette exposition-là? C'est quoi tu travailles aussi? Moi, je travaille sur un documentaire sonore sur la migration des oiseaux en ce moment, très particulier. Mais normalement, l'année prochaine, je reviendrai ici pour un autre projet sur le souffle, les vents dans la forêt. Parce qu'il y a une variété de vents, de sons qui existent même sans la vie animale. Donc, à suivre. Donc, tu as beaucoup de projets encore à explorer au niveau sonore, à nous faire découvrir. Je pense que c'est ta passion, mais oui. Tu l'exploites beaucoup. C'est inépuisable. J'en ai pour toute une vie pour réussir. Vu que tu es tout jeune, on va en profiter pendant encore plusieurs années et tout. Ouais. Bon, je te remercie, Thibault. Merci à toi. C'est bon, bye. Donc, on rappelle que cette exposition à l'Association forestière Lanaudière sera présente tout l'été. On vous fait un petit résumé. On vous rappelle que lundi, ce sont les élections fédérales. On vous représente les candidats. On se rappelle que c'est Yves Perron qui est pour le Bloc québécois, Ruth-Hélène Brosseau pour le NPD, Parti libéral Stéphane Bilodeau. Pour Elia Gomez-Yanni, elle est au Parti populaire du Canada et le Parti vert est représenté par Daniel Simon. Nous n'avons jamais été capables de rejoindre M. Peter Saliba du Parti conservateur. On vous présente une petite courte vidéo qui vous explique comment vous pouvez aller voter. Élection fédérale. Apportez vos pièces d'identité lorsque vous allez voter. Pour voter, vous devez être citoyen canadien, avoir au moins 18 ans le jour de l'élection et prouver votre identité et votre adresse actuelle. Vous pouvez présenter une pièce d'identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral, provincial, territorial ou local, portant vos photos, nom et adresse actuelle. Par exemple, votre permis de conduire. Vous pouvez aussi présenter 2 pièces d'identité. Les 2 doivent porter votre nom et au moins l'une d'elles votre adresse actuelle. Par exemple, votre carte d'information de l'électeur et un état de compte bancaire. Nous acceptons les relevés de compte et les factures électroniques imprimées ou montrées sur un appareil mobile. Si vous n'avez pas de pièce d'identité, vous pouvez tout de même voter si vous établissez votre identité et votre adresse en faisant une déclaration par écrit et demandez à une personne d'être votre répondant.
Cette personne doit vous connaître et être inscrite à votre bureau de vote. De plus, elle doit prouver son identité et son adresse. Visitez élections.ca pour l'information officielle sur le vote ou téléphonez au 1-800-463-6868 ou ATS 1-800-361-8935. On vous rappelle que les élections ont lieu lundi et vous pourrez voter entre 9h30 et 9h30. On va vous mettre aussi sur notre site YouTube une dernière présentation de Yves Perron qui va avoir lieu en fin de journée aujourd'hui. Maintenant, allons à la deuxième pause. Bonjour à tous, ici Yves Perron, votre candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Dans les dernières semaines, je vous ai beaucoup parlé de moi, mais aujourd'hui, je vais vous parler des gens qui travaillent pour vous au quotidien, pour vous rendre service et pour vous diriger vers la bonne ressource. Depuis la dernière élection, c'est plus de 3004 passeports d'assurance-emploi, de pension de vieillesse, d'immigration, de cas à l'Agence de revenus du Canada ou de diverses autres questions où on vous a référé vers la bonne ressource qu'on a traité dans la circonscription. Quand on facilite les démarches des gens et qu'on s'occupe d'eux au quotidien et qu'on voit les résultats, on sait qu'on est à la bonne place. Au-delà de mon équipe professionnelle, que dire des équipes de bénévoles et de militants qui sont sur le terrain, qui, dès les premières heures du déclenchement, ont procédé à un affichage efficace, qui tâche de convaincre les gens autour d'eux et qui m'accompagnent dans mes déplacements. Ces personnes-là sont essentielles et sont convaincus de la cause qu'ils défendent. Ils ne comptent pas leur temps. C'est pour cette raison que je tenais aujourd'hui à vous présenter l'équipe, la meilleure équipe pour Berthier-Masquinongé, celle de Yves Perron et du Bloc québécois. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Hélène Coulombe, épouse de feu Sartoblet, fille de feu Joseph Hildège Coulombe et de feu Berthe Goulet. Le décès est survenu à Joliette le 28 mars à l'âge de 89 ans. Elle laisse dans le deuil 16 enfants, Nicole Blais, Denis Gelbert, Guy Blais, Hélène Bourgoin, Luc Blais, Élise Coutu, Mario Blais, Sonia Franqueur, Sylvain Blais, Lynne Barry, Martin Blais, Nathalie Villeneuve, Manon Blais, Dino Plourde, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses sœurs, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Denis Coulombe, feu Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Ceux qui le désirent pourront faire un don à la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière. La famille de Mme Coulombe vous accueillera pour les condoléances le 26 avril de 10h30 à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 avril, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Georgette Guirtin, épouse de feu Jean-Claude Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé Anita Valois, Daniel Courchaine et Chantal Valois, elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Yves Valois, Daniel Baudry, Alain Valois, Lise Guévremont, ses petits-enfants Sandra et Yann Courchaine, Frédéric et Karine Valois, Marika et Carl Valois, ses 13 arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Gabrielle Cusson,
feu Louis-Gilles Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHDL pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera le samedi 3 mai dès 11h au complexe funéraire F. Thériault. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Madame Bertin sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola ce jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Michèle Corriveau, fille de feu Jean-Paul Corriveau et de feu Rita Brissette, demeurant à Saint-Charles-Borromée et native de Saint-Thomas. L'ayant précédé son frère Jean, elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gilles Corriveau, Daniel Chevrette, Hélène Corriveau, Luc Gagnon, Marc Corriveau, Luce Chevrette, Daniel Corriveau, Claude Corriveau, Cécile Corriveau, Marc-André Beauchemin, Ninon Corriveau, Denis Rassette, Agnès Corriveau, Gérald Dalonde, Édith Corriveau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 4 mai dès 14h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Un hommage au salon sera rendu à Madame Corriveau à compter de 16h et elle sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas à une date ultérieure. Au CHDL, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de feu Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn Clément, Aline Rondeau, Guylaine Clément, François Pamphili, Dominique Clément, Claudia Latour, ses petits-enfants, Jessica Guillaume Hens, Francis Alexa Gaudreau, Aglaé Hugo Boivin, Claudiane Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail, ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Jean-Guy Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 7, un temps ressenti de 3, environ 2 à 4 mm de pluie. Samedi matin, ce sera de la pluie, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 5 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 11, un temps ressenti de 8, environ 1 à 3 mm de pluie. Samedi soir, ce sera de la pluie, une température de 9, un temps ressenti de 6, environ 10 à 15 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera de la pluie, une température de 5, un temps ressenti de 1, environ 5 à 10 mm de pluie. Dimanche matin, ce sera de la pluie, une température de 5, un temps ressenti de 1, environ 5 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 14, un temps ressenti de 12, environ 1 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de 11, un temps ressenti de 9. Dimanche nuit, ce sera dégagé, une température de 6, un temps ressenti de 3. Et voilà, c'était tout pour votre météo.